Peut-on tout demander dans une enquête publique, une fois garantie, bien sûr, confidentialité des réponses et rigueur statistique du sondage? Peut-on aborder n'importe quel sujet, poser n'importe quelle question? C'est un peu comme se demander si on peut rire de tout, oui, bien sûr, mais dans certaines limites. Reste à se mettre d'accord sur les limites. 2. En matière de statistiques, les tabous existent depuis toujours mais diffèrent largement selon les pays et les époques. Ils ont chacun leur propre histoire et se combinent parfois selon d'apparents paradoxes. Par exemple, dans les enquêtes publiques françaises, il est actuellement moins difficile d'interroger quelqu'un précisément sur sa vie intime que de lui demander sa religion ou sa couleur de peau. Ce n'est pas le cas partout, dans des pays comme la Suisse, l'Autriche, le Portugal, aux États-Unis ou en Angleterre, l'appartenance religieuse est demandée dans les recensements, des enquêtes officielles permettent de distinguer juifs, musulmans et chrétiens, ou de repérer les personnes selon leur ethnie. 3. Les statistiques sexuées ont permis de mettre en évidence certaines discriminations vis-à-vis des femmes et d'appuyer les luttes contre ces inégalités. Les statistiques sur la diversité seraient donc attendues pour mesurer les discriminations et le chemin à parcourir dans le sens de l'égalité des chances, notamment en matière d'éducation ou sur le marché du travail. 4. Or, si, en France, les statistiques sexuées existent depuis longtemps et se sont généralisées, ce n'est pas le cas des statistiques dites ethniques. Alors pourquoi une telle polémique? Ce tabou est-il nouveau ou spécifique? Comment se justifient les méfiances ou les enthousiasmes provoqués par l'idée de tels repérages? Pourquoi des échanges aussi violents entre spécialistes? 5. Cet article tente d'abord de rappeler certains éléments de l'histoire dans laquelle s'inscrit cette polémique et de la situer dans le contexte actuel de la statistique française. Les étapes du débat, les principaux arguments, pour ou contre des statistiques ethniques, et les discussions les plus récentes sont passées en revue. Spécificité française, quelle histoire? 6. En France, on peut demander aux personnes si elles sont battues, un peu, beaucoup, ou violées, on peut compter les partenaires sexuels des unes et des autres et poser, dans des enquêtes publiques, bien d'autres questions habituellement considérées comme gênantes dans une conversation. Mais, en France, on peut difficilement demander dans une enquête, même anonyme, avez-vous une religion? Si oui, laquelle? Jusqu'à une date récente, on pouvait seulement, sur autorisation spéciale de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL, poser la question, pratiquez-vous une religion? Régulièrement, de temps en temps, jamais, et la plupart du temps, sans préciser laquelle. Pourquoi donc cette interdiction de préciser, alors que l'une des œuvres fondatrices de la sociologie moderne, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber, discute justement de l'importance du système de valeurs d'une religion dans l'organisation sociale? Aujourd'hui, mettre en regard statistiques, métiers, activités et religion des personnes ne se fait presque jamais rien. 7. En France, on ne trouve pas de registre de population comme il en existe en Belgique et dans des pays nordiques. Là-bas, les personnes déclarent à la mairie de leur commune leur déménagement, comme on le fait pour une naissance, un mariage, un décès. Ici, on enquête et on recense, mais on évite de suivre pas à pas, adresse après adresse, les personnes, enfin en principe. Cependant, aujourd'hui, chacun de nous presque peut être repéré en permanence grâce à sa carte bancaire ou son téléphone portable, même si la constitution ou l'appariement de certains fichiers encore inimaginables pendant les années 1972 semble provoquer plus rarement des réticences. 3. 8. En fait, dans la mémoire collective des statisticiens de France, plane confusément l'histoire du fichier permettant de repérer les juifs sous le régime de Vichy. Bien que trop jeunes pour l'avoir vécu, ceux qui exercent aujourd'hui leur métier ne peuvent ignorer complètement cette polémique. Le Service national des statistiques, SNS, a été créé en 1941 pour remplacer la Statistique générale de France, SGF, organisme ancêtre de l'Institut national de la statistique et des études économiques, INSEE. Ce service a développé l'organisation de certaines bases de la statistique moderne et, en particulier, les premiers fichiers de personnes à grande échelle. C'est à cette époque, en 1941, bien avant la sécurité sociale, que le numéro d'inscription au répertoire, NIR, identification à 13 chiffres, attribué à chaque personne physique, est créé. Par la suite, notamment pour l'application du statut des Juifs en Algérie, il a été proposé de modifier de la façon suivante le codage du premier chiffre. Celui relatif au sexe, 1 et 2 serait réservé aux Européens, 3 et 4 aux indigènes musulmans, 5 et 6 aux indigènes juifs, 7 et 8 aux étrangers, 9 et 0 pour les statuts mal définis. René Carmy, directeur du SNS, et proche, à partir de 1942, de l'Organisation de la résistance de l'armée, sera par la suite arrêté par la Gestapo et mourra en 1945 au camp de Dachau. Sans revenir sur l'histoire complexe et l'analyse controversée de cette période, Bardet, 2000, Desrosières, 2003, Gardet, 2008, on peut comprendre que ce traumatisme hante, avec raison, la conscience statisticienne. Cet épisode explique la plupart des réticences, très vives dans les années 1970, sur la constitution de fichiers de personnes, l'interdiction de variables explicites sur la religion puis les débats sur les statistiques dites sensibles et, en particulier, ethniques. 9. La loi du 6 janvier 1978 interdit de conserver en mémoire informatisée, sans accord de l'intéressé, des données nominatives faisant apparaître les origines raciales, ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes. La Commission nationale de l'informatique et des libertés est le garant de la réglementation sur ces données dites sensibles, qui comprennent toutes les variables susceptibles de décrire l'origine des individus, y compris par exemple le pays de naissance. 10. La tentation est grande d'assouplir cette rigidité, notamment lors de travaux scientifiques comme ceux qui ont entouré l'enquête sur la mobilité géographique et l'insertion sociale MGIS, Le Ridon, 1998, et dernièrement, l'enquête Trajectoire et Origine Théo sur les parcours de vie des immigrés et enfants d'immigrés, leur degré d'intégration et les discriminations dont ils sont victimes. Les débats sur cette question sont donc toujours très vifs et ont rebondi à plusieurs reprises jusqu'à provoquer, encore récemment, une violente polémique qui divise les spécialistes, chacun avançant autant d'arguments contradictoires, tous sociétayés et passionnés. Débat récurrent dans un contexte actuel.
11 affirmant la priorité de la lutte contre les discriminations et consciente des problèmes que soulève leur repérage. La CNIL constitue un groupe de travail en 2005, mène de nombreuses auditions et rend le 15 mai 2007 un rapport sur mesure de la diversité et protection des données personnelles, assorti d'une dizaine de recommandations. En 2007, l'enquête Trajectoire et Origine Théo se prépare, en vue de sa réalisation fin 2008, 22 000 personnes interrogées, par l'INSEE et l'INED 4, il est alors déjà acquis qu'on peut, à la rigueur, demander dans certaines enquêtes publiques françaises, où sont nés vos parents. Sur autorisation spéciale de la CNIL. Dans les projets de questions de l'enquête Théo, il est alors prévu de demander en plus la religion et aussi de quelle couleur de peau vous diriez-vous. 5-12 le 24 mai 2007, l'enquête est présentée au Conseil national de l'information statistique, organisme paritaire consultatif sur les statistiques publiques, CNIS, qui ne conclut pas sur les questions dites sensibles 6 et demande une séance spécifique avec un complément de consultation. Le débat, a lieu le 12 octobre 2007. Il réunit une cinquantaine de personnes, partenaires sociaux, représentants d'associations, qui n'étaient pas présentes au débat précédent, et de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, HALD, des droits de l'homme, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL, responsable de l'enquête, chercheurs. La séance aboutit à un projet d'avis, modèle de compromis, de bonne volonté et d'ambiguïté. Les questions sont autorisées mais doivent rester ouvertes et ne pas aboutir à une nomenclature ethno-raciale. L'exploitation de ces questions ne doit se faire que toutes choses égales par ailleurs et doit être soumise à une autorisation spéciale au vu des projets de recherche. 7. 13 automne 2007, c'est aussi le moment où la loi, préparée par le ministre Brice Hortefeux, pour justifier, limiter, encadrer les critères d'immigration et de délivrance de cartes de séjour, est discutée et adoptée fin octobre 2007. Un amendement à cette loi comprenait un article 63, souhaitant introduire officiellement la collecte de données ethniques, mais le Conseil constitutionnel s'oppose à cette partie du texte, le 15 novembre suivant. Le Conseil constitutionnel s'en prend à la forme, l'article est considéré comme un cavalier législatif dépourvu de lien avec les dispositions du projet de loi, et au fond, les études qui reposent sur l'origine ou la couleur de peau sont contraires à la Constitution, car l'origine ethnique et la race ne font pas partie des données légitimes pour décrire la société française. En même temps, une autre disposition de cette loi, portant sur la possibilité de faire des tests ADN comme preuve de filiation des candidats à l'immigration, est autorisée mais restreinte par un encadrement plus strict. 14 dans les médias, la polémique fait rage, dans la droite ligne de celle des années 1990. Des journées d'études et des colloques sont organisés autour des questions sensibles et notamment des statistiques dites ethniques. 8. Les débats sont largement diffusés, opposant entre elles des associations de lutte contre les discriminations, divisant des chercheurs de renom appartenant aux mêmes organismes, l'INED notamment. Après l'avis du Conseil constitutionnel, les questions les plus sensibles, relatives à la couleur de peau, seront finalement retirées de l'enquête Théo. Le racisme est-il soluble dans la statistique? Argument pour 15D. Après les adeptes des statistiques ethniques, mesurer et identifier les origines permettrait de mettre en évidence les discriminations et de lutter contre les inégalités de traitement liées à ces différences, éventuellement dans une logique d'encouragement à la discrimination positive. Les pays sont partagés sur le fait de poser de telles questions, les Suédois sont contre, les pays anglo-saxons les utilisent. 16. Les partisans des questions précises sur la couleur de peau ou sur l'origine géographique des personnes peuvent difficilement être soupçonnés de légèreté ou de mauvaise foi. Outre le Conseil représentatif des associations Nord de France, CRAN, ardent défenseur de ces questions, des chercheurs de l'INED, soutenus par leur directeur, notamment connu pour ses écrits sur la diversité de la population française, errant, 2007, les proposent et trouveraient souhaitable de les poser. L'INED a su bien souvent faire tomber des tabous en avant-première et mettre en place, avant tout le monde, des enquêtes sur l'avortement, la vie sexuelle, la violence. Pourquoi pas des questions sur la couleur de peau? 17 François Héran, directeur de l'INED, se scandalise en effet de ces polémiques. 9 Défend le bien fondé de la grande enquête à venir et se place sur le niveau réservé aux enquêtes spécialisées sur les sujets sensibles. Il reprend et explique les arguments de l'avis du CNIS. Ces enquêtes, anonymes, ne doivent pas donner lieu à la construction d'un référentiel ethno-racial, nomenclature officielle des origines, les études devront être encadrées. 18 argument, a priori louable, est d'étudier précisément, de mesurer dans le but de montrer et donc de dénoncer les discriminations, le racisme ordinaire, ce qui fait qu'être noir, arabe, juif, fils ou fille d'immigrés va ajouter des difficultés parfois insurmontables, pour décrocher un emploi, faire carrière, avoir la parole, obtenir un prêt ou un logement. L'intérêt de les repérer dans une enquête nationale, ce serait de mesurer, grâce aux techniques qui permettent d'isoler l'effet d'une variable par rapport aux autres, combien, toutes choses égales par ailleurs, les personnes de couleur ont moins de chances d'être embauchées, de faire carrière, etc. Une fois fixées toutes les autres variables observables, âge, sexe, diplôme, etc., on pourrait mesurer en quoi le fait d'avoir la peau noire ou d'être de telle ou telle origine ethnique change le destin, influe sur le comportement et les échanges sociaux. 19 En effet, ces discriminations ne sont pas une vue de l'esprit, elles sont ressenties, vécues, prouvées. Sédier et al. 2008, Ogba et Lenné, 2005. Déjà, certaines enquêtes comprennent des questions visant à mettre en évidence l'existence de discrimination, enquête Histoire de vie sur la construction de l'identité en 2003 par l'INED et l'INSEE, enquête Offre d'emploi et recrutement pilotée par la DAR en 2006. Des testings, organisés notamment par le Bureau international du travail, BIT, consistent à mettre en évidence les différences d'intérêt portées par des employeurs potentiels devant des candidatures identiques à un élément près, nom, origine, santé, couleur de peau, sexe. On le sait donc, l'accès à l'emploi, au logement, est plus difficile pour les personnes dont la peau est sombre, ou ayant un nom à consonance maghrébine. Par les questions admises sur le lieu de naissance, on peut déjà repérer les personnes nées, ou de parents nés, en Afrique par exemple, mais il est plus difficile d'identifier les Français à la peau sombre, originaires des dom-toms. Ce type d'argument renforcerait l'envie de poser des questions plus précises. Et réticence. 20 Demander à une personne comment elle se classe, puis comment elle se sent perçue par un employeur, par l'administration,
par la police, par la société, l'interroger sur les discriminations dont elle pense avoir été victime est indéniablement intéressant mais reste dangereux et discutable, même avec la meilleure intention du monde. 21 en France, SOS Racisme s'y oppose et a lancé une pétition. La plupart des associations et organismes qui luttent contre les discriminations ont déclaré leur méfiance voire leur hostilité aux statistiques ethniques, à l'exception notable du Conseil représentatif des associations noires de France qui plaide le bien fondé de ces statistiques. 10-22 Stéphane Junio, statisticien économiste, dénonce, distinguer et compter les blancs des noirs conduit à imposer une certaine vision de la société, des individus. Cela revient à construire un référentiel ethno-racial en France qui s'imposera peu à peu aux autres chercheurs et à la statistique publique, ce qui mène de façon certaine aux dérives. Viendra ensuite le temps des quotas. 11. Alain Blum, France Guérin-Pace et Hervé Lebras, chercheurs à l'INED, renchérissent quelques jours plus tard. 12. La lutte contre les discriminations ne justifie pas des questions sur la couleur de peau. En Angleterre et aux États-Unis, où les questions sur la race ou l'ethnicité sont posées dans le recensement, les discriminations et les affrontements entre communautés ne sont pas moins importants qu'en France. Pour lutter contre le crime, on n'enquête pas sur les victimes potentielles, mais sur les circonstances des crimes et leurs protagonistes. Pour comprendre les discriminations, mieux vaut enquêter directement là où elles se produisent, au moyen de méthodes adaptées. 23. Que en pensent les enquêtés? L'INED a déjà conduit une enquête expérimentale, mesure de la diversité, qui teste différentes méthodes de déclaration des origines nationales ou ethniques et enregistre les réactions des répondants. Si la catégorisation ethno-raciale semble bien admise par une majorité des personnes ayant accepté de participer à cette étude dans les enquêtes scientifiques et le recensement, l'hostilité se manifeste nettement à propos de l'enregistrement de telles données dans les fichiers du personnel et de l'administration. 24. Un nombre non négligeable d'enquêtés se disent cependant plutôt mal ou très mal à l'aise à l'idée de se classer dans une catégorie ethno-raciale et tout particulièrement parmi les immigrés et leurs descendants directs. Ceci pose problème mais ne concerne pas systématiquement les groupes les plus discriminés. 25. L'identification ethno-raciale, par un recours à des stéréotypes comme blanc, noir, arabe ou berbère, ou asiatique, d'usage courant dans les nomenclatures statistiques anglo-saxonnes, est perçue en France, notamment par les institutions, comme contradictoire avec le principe républicain d'indifférenciation et aussi entre un étiquetage vécu comme péjoratif et une revendication identitaire. 26. Le 5 mai 2005, la CNIL avait reconnu le bien fondé de la Charte de la diversité signée par plusieurs grandes entreprises, mais elle invitait les employeurs à ne pas recueillir de données relatives à l'origine raciale ou ethnique réelle ou supposée compte tenu de l'absence de définition d'un référentiel national de typologie ethno-raciale. Simon et Clément, 2006. Or, les chartes de bonne conduite ne suffisent pas car elles dispensent parfois de lutter précisément contre la façon dont se construisent les discriminations, non seulement à l'embauche, mais tout au long des parcours et dans les statuts et rémunérations attribués. Les Noirs sont plus souvent au chômage, mais aussi en partie cantonnés dans des emplois précaires et à bas salaire. 27. Si les statistiques ethniques peuvent alimenter des politiques de discrimination positive, elles risquent alors de masquer la faiblesse des politiques structurelles, logement, santé, éducation et de lutte contre les inégalités sociales. 13. Favoriser, banaliser une vision ethnique de la société peut aussi renforcer, par une caution pseudo-scientifique, les stéréotypes racistes. La problématique des minorités visibles ne doit pas éclipser celle des inégalités sociales. 28. Ainsi, en filigrane dans ces discussions, affleurent les débats connus autour de la discrimination positive, le risque de stigmatisation des populations visées et d'injustice. Le saupoudrage ethnique ne peut se substituer à une véritable politique de lutte contre les inégalités. Doit-on aider un jeune ou un chômeur selon sa couleur de peau, son ethnie ou selon les revenus dont il dispose, les qualifications à acquérir? Il est question d'inscrire le mot diversité dans le préambule de la Constitution aux côtés d'égalité, fraternité. Dans quel but? Droit à la différence ou droit à l'égalité? Quelles sont ces différences si importantes qui font de nous des êtres variés et non des semblables? 14. Les statistiques ethniques présentent le risque de permettre une traçabilité des minorités, d'encourager une surenchère réactivant des préjugés racistes et différentialistes. Discrimination et catégories statistiques, des frontières et des mélanges. 29. Puisque les questions sur la couleur de peau ne sont pas posées, on ne pourra donc pas écrire un article intitulé « Être femme, fille d'immigrés et noire, la triple discrimination ». Voir Dominique Meur et Ariane Paillet, 2008. Les études le montrent et les enquêtés le disent, on se sent discriminé dans bien des cas lorsqu'on est handicapé, trop gros, trop petit, femme, homme, la moitié des plaintes pour discrimination à caractère sexuel parvenant à la HALDE proviennent d'hommes musulmans, juifs, etc. Et c'est toute la difficulté des études et statistiques sur la diversité, de vouloir faire la part des choses en mettant sur un même plan des réalités sociales aux ressorts différents, au risque de noyer les vrais enjeux. Car les problèmes des femmes existent, et ceux des enfants d'immigrés, et ceux des personnes handicapées, et aussi ceux des personnes dont la peau est noire. Mais ces problèmes n'ont pas la même histoire, ne varient pas de la même façon en fonction des contextes, n'évoluent pas au même rythme. Être femme sur le marché du travail ne pose pas les mêmes problèmes qu'être noir, même si certaines exclusions se ressemblent. Les réticences des employeurs ou des collègues vis-à-vis d'une personne handicapée ne se résoudront pas partout de la même façon. Pour rester sur le plan ethnique, les discriminations rencontrées par une femme africaine diffèrent de celles subies par un homme maghrébin et vont dépendre aussi du milieu socio-professionnel des parents, du secteur ou du métier et du dernier incident colporté par les médias. Prétendre isoler la variable ethnie des autres déterminants risque fort de mener à des raisonnements très absurdes, le pire étant qu'on peut trouver des résultats et les interpréter. 30. Vouloir hiérarchiser, comptabiliser, isoler ce qui relève de l'ethnie suppose d'abord de définir cette catégorie. Pour être utilisable, toute variable statistique demande à être catégorisée, ne serait-ce que le temps d'une exploitation d'enquête. Or, quelle catégorie ethnique peut-elle se révéler pertinente? Prenons les statistiques basées sur l'origine des personnes. Distinguer français de souche et français d'origine étrangère ou immigré n'est pas si simple. Où fait-on remonter la souche? Aux parents, aux grands-parents, avant. Suffit-il d'avoir une arrière-grand-mère immigrée pour être d'origine étrangère? Ou faut-il limiter cette population aux personnes dont l'un des parents n'est pas né français? Ces débats sont déjà bien connus. Comment se poseront-ils si on fait intervenir la couleur, perçue, de la peau et la religion?
31. Le problème des frontières se pose pour toutes les catégories statistiques. Toutes les nomenclatures et variables de la statistique sont potentiellement polémiques. Plus ou moins. Pour le sexe, c'est très facile, même si on peut trouver matière à discussion, être femme, est-ce avoir un sexe de fille. Se dire femme. Pour le cycle de vie, c'est déjà plus compliqué, être jeune, est-ce avoir moins de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, dépendre de ses parents. On peut discuter des différences de perception de l'âge selon les milieux sociaux, le niveau d'éducation, etc. La catégorie jeune n'est pas si simple à construire en statistique, alors la catégorie noire ou de couleur. 32. Certaines notions demandent à être bien précisées en statistique, parfois jusqu'à l'arbitraire. Travailler, est-ce avoir un emploi? Avoir été payé ne serait-ce qu'une heure. Prendre part aux travaux de la collectivité. Qu'est-ce qu'un chômeur? Selon les réponses, les populations étudiées vont varier, parfois de façon importante. Mais la plupart du temps, une fois la définition posée implicitement, les sexes ou explicitement, les jeunes, les chômeurs, la plupart des individus, le gros des troupes enquêtées, est clairement situé dans ou en dehors de la population visée, étudiée. 33. Il n'en va pas de même dans certains domaines où c'est bien plus compliqué, comme les statistiques ethniques. On peut faire le parallèle avec la santé ou le handicap. Quand est-on en bonne santé? Qu'est-ce qu'une personne handicapée? Population discriminée s'il en est, les personnes handicapées forment un ensemble dont la définition n'a rien d'évident. À la même question, avez-vous un handicap ou un problème de santé de plus de 6 mois? Un Français adulte sur 4, 24%, répondait oui contre un tiers des Finlandais, 33%, et seulement 8% des Espagnols, 15%. Selon cette question, les femmes se sentent plus handicapées que les hommes, alors que les reconnaissances administratives du handicap sont bien plus souvent l'apanage des hommes. En fonction de la définition retenue, de là où des questions posées, du contexte, territoire, environnement culturel, institutionnel, historique, on décrit des populations très différentes qui n'ont pas du tout la même structure. Ramira et Meuron, 2004, ne serait-ce que par sexe et âge, ni les mêmes problèmes, par exemple concernant l'insertion sur le marché du travail et ou la discrimination. 34. Gageons que pour définir une population noire, ou plutôt noire, on va se heurter aux pires difficultés. Absurdité peut-être. À mélanine égale, une femme va-t-elle se dire aussi de couleur qu'un homme? Les brunes à pommade vont-elles réagir comme les blondes à taches de rousseur? Comment vont se classer les personnes de type asiatique? Les personnes d'origine chinoise vont-elles répondre comme celles d'origine japonaise? 35. La catégorie ethnique, lorsqu'elle est introduite, devient prédominante et fait oublier la dimension sociale des phénomènes observés, rendant tout phénomène explicatif impossible, dénonce Alain Blum. 16. Savoir comment chacun se définit et comment il se perçoit comme défini par l'autre selon le contexte, l'interaction, le moment, les circonstances, ne sont pas seulement du ressort de la statistique. Trop simple pour comprendre ce qu'est une identité. Les critères extérieurs demandent à être rattachés à des pratiques sociales. 36. Ainsi, la question pose la catégorie. Demander à quelqu'un s'il est noir, un peu, beaucoup, c'est affirmer qu'il s'agit d'une différence notable. Ce n'est pas toujours vrai, chez les enfants notamment, entre eux, ils peuvent ne pas remarquer la couleur de peau. Il ne s'agit pas nécessairement d'une différence notable. Les mécanismes des stéréotypes, liés aux a priori qui feront qu'un employeur, par exemple, aura une réticence à embaucher ou promouvoir une personne de couleur, ou ayant certaines caractéristiques physiques, ou un nom à consonance maghrébine, ou un logement dans telle cité, sont très complexes. Les psychologues, les juristes en sont aussi conscients et la tentation d'une simplification statistique, pour illusoire qu'elle soit, est compréhensible et argumentée. Hamilton Krieger, 2008. Sauf à mesurer directement le taux de mélanine dans la peau, la perception de la couleur de peau n'a rien d'inéluctable en tant que catégorie. 37. Comme les inégalités, la discrimination sociale devient insupportable lorsqu'il semble envisageable de la réduire, lorsqu'elle ne paraît plus naturelle. Baudelot et Stablet, 2007. La dénonciation de discrimination vient du discours public, démocratique, non des statistiques. Si la statistique vient utilement au secours des débats et politiques publiques, elle ne résout pas ce type de problème. Les fondements sociaux des inégalités sont trop complexes, et les critères sur lesquels s'appuient les discriminations ne correspondent pas aux catégories ethniques, telles que pourrait les saisir la statistique, parce que bien trop caricaturales et figées. Cela ne signifie pas qu'il n'y a rien à faire en matière de statistiques. On peut, et les catégories actuelles le permettent déjà, montrer que certaines populations sont défavorisées, étayer des luttes contre les discriminations, mais les statistiques attirent aussi l'attention sur certaines variables au détriment des autres, voire renforcent leur légitimité sans fournir la finesse suffisante des explications. Ce risque peut être particulièrement dommageable lorsqu'il s'agit de critères physiques et de données sensibles. 38. Au-delà du risque de stigmatiser les personnes comme appartenant à une population noire, ou plutôt noire, à comparer à des blancs, ou plutôt blancs. S'il est vrai que les statistiques alimentent les débats d'idées, elles ne les remplacent pas, ni les débats, ni les idées. Au-delà des catégories statistiques. 39. AAT ont besoin de statistiques ethniques pour mettre en évidence la discrimination dont sont victimes certaines populations dans notre belle société des droits de l'homme et parfois de la femme. À elles seules, les statistiques ne sont pas garantes d'une mise en lumière des inégalités. Les tableaux sexués existent depuis des décennies et le problème des inégalités entre hommes et femmes subsiste. On peut même dire que ce ne sont pas ces statistiques qui ont permis de prendre conscience des discriminations, même si, bien sûr, elles ont servi à mesurer l'ampleur des écarts entre hommes et femmes sur le marché du travail par exemple. Les questions posées depuis longtemps aux États-Unis, pour repérer les populations ethniques, n'ont pas été cruciales dans la prise de conscience des discriminations. Vaincre un tabou statistique ne signifie pas nécessairement faire la révolution. Lutter contre les discriminations, les stéréotypes, ne dépend pas des statistiques, même si parfois, et heureusement, elles y aident. Comme toutes les sciences, y compris humaines, les statistiques ont leurs dangers et leurs limites, d'une avancée peut sortir le meilleur comme le pire. 40. Les statisticiens et les chercheurs qui exploitent les enquêtes sont à l'image de la société. Il y a parmi eux toutes les opinions, tous les excès. On ne peut pas leur faire confiance, pas plus qu'aux physiciens qui fabriquent les bombes atomiques, qu'aux biologistes qui découvrent les OGM ou de nouvelles techniques de clonage. La société tout entière, la politique au sens noble du terme, a droit de regard sur ce que font ces spécialistes.
Force est de constater que, dans le cas des statistiques ethniques, le débat public n'a pas résolu le problème, même s'il a permis d'en éclairer les éléments. 43 Sans pousser très loin la comparaison, on peut risquer un clin d'œil avec le champ de l'humour. Peut-on rire de tout? On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, avait dit Pierre Desproges. 17 Peut-on poser n'importe quelle question dans une enquête statistique? Pour certains oui, tout est permis. Tout tabou peut être surmonté. Avec humour, on peut fustiger les racistes et donner à voir les mécanismes, les rencontres, susceptibles de faire changer leur point de vue. Tout est possible du moment qu'on s'y prend bien et avec respect, et rien n'est grave. Peut-on faire la même chose en statistique? Ce n'est pas grave, il ne s'agit que d'une enquête, anonyme, bien faite. Pas si simple, manifestement. Peut-on rire de tout? Peut-on tout compter? Malheureusement, en matière de statistique, la lourdeur ne pardonne pas et risque fort d'induire en erreur.